Et l'invité des matins ce matin, c'est l'invité politique avec Hubert Urtas de la matinale, Bruno Le Maire. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour. Faut-il rappeler que vous êtes ancien ministre de l'Agriculture de Nicolas Sarkozy de 2009 à 2012, actuel député de l'Eure, Bruno Le Maire. Et aujourd'hui, au fond, on peut dire que vous êtes à contre-courant un peu de votre parti sur quelques sujets cruciaux que nous n'allons pas manquer d'évoquer ce matin, mais comme par exemple le cumul des mandats, la transparence de la vie politique. Et puis, je rappelle que vous êtes tout de même la 7e, joli chiffre, personnalité préférée des sympathisants UMP. Mettant à profit votre statut de député de l'opposition pour faire parler de vous, que ce soit pour suggérer à mots cachés un début de critique du quinquennat, à mots à peine cachés, même que ça a fait l'objet d'un livre, pour lancer une pétition pour une révolution démocratique ou pour raconter votre périple sur les routes de France à la rencontre des Français. Peut-être voit-on dans votre parcours et votre trajet en ce moment l'esquisse d'une pré-campagne pour 2017. Enfin, Bruno Le Maire, vous êtes partout et même pas avec nous ce matin à France Culture. Rebonjour à vous. Et peut-être pour commenter les premiers éléments de l'actualité, on ne s'attend pas à ce que vous nous fassiez des déclarations fracassantes, ça tout de même. Mais je sais qu'Hubert Urtas a envie de vous interroger, par exemple, sur la question d'hier, l'obstacle judiciaire qui se dresse donc devant un éventuel retour en politique de Nicolas Sarkozy reste intact, puisque les magistrats de Bordeaux ont validé la procédure, risquant toujours de le mener devant un tribunal correctionnel, au moment même où il a commencé à parler à la France, Hubert. Oui, alors écoutez, la question, elle va être simple, parce que d'avance, vous allez me dire, on ne commande pas les affaires de justice. Voilà. C'est bien parti. 7h40, il nous faut tenir jusqu'à 9h moins le quart. J'ai pas d'autre chose à dire. Est-ce que l'UMP n'est pas allé trop loin dans son attaque contre les juges ? Je crois qu'il n'y a aucune raison d'attaquer les juges. La justice fait son travail. Je ne commande pas les décisions de justice. C'est une règle que je me suis fixée. Je ne commande pas les décisions de justice. Donc, à la manière Bruno Le Maire, vous me dites, oui, l'UMP est allé trop loin, c'était pas la peine. Je crois surtout que l'UMP, comme elle l'a fait hier d'ailleurs pendant les journées parlementaires, qui ont été de bonnes journées parlementaires, elle doit apporter des réponses aux problèmes concrets des Français. Le chômage, l'emploi des jeunes, la question des retraites, la question des emplois-services qui a été très bien soulevée tout à l'heure. Ça, c'est des vrais sujets. Tout le reste, je vais vous dire, ça passe à des milliers de kilomètres au-dessus de la tête des Français, ils ont bien raison. Pourtant, ce sujet qui passe à des milliers de kilomètres au-dessus de la tête des Français a été beaucoup commenté. Et si on compare les déclarations du printemps avec les commentateurs disent, et ce qui intéresse les Français, parfois, il y a une petite marge. Les commentateurs ont des fois du politique d'ailleurs, mais je veux dire. Mais que veut dire le grand silence d'hier, justement? Vous parlez des journées parlementaires, après le grand ramdam du printemps où il y avait eu beaucoup de déclarations. Ça veut dire quoi? Il y a quasiment, sauf Nadine Morano, il n'y a pas eu de réaction. Pourquoi? Ça veut dire que l'UMP se remet au travail pour retrouver une crédibilité et essayer de proposer un projet alternatif au projet que la gauche met en œuvre actuellement et qui met la France dans le mur. Et moi, je m'inscris totalement dans cette démarche, qui est une démarche de travail, de rencontre des Français, qui est une démarche aussi dans laquelle on reconnaît qu'on n'est pas allé au bout de nos idées, au bout de nos convictions. Est-ce que la France va bien aujourd'hui? Non. Est-ce que les Français vont bien? Non. Je le vois partout dans les déplacements que je fais en France, des ménages qui sont appauvris, des familles qui s'en sortent pas, des femmes seules qui savent pas comment joindre les deux bouts, comment à la fois faire garder leurs enfants et avoir un travail morcelé dans la journée. C'est ça qui doit nous intéresser, c'est à ça qu'on doit répondre. Et on doit avoir l'humilité de reconnaître que nous portons une part de responsabilité dans cette situation où se trouve la France aujourd'hui. Et que ce que nous avons à faire, c'est pas inventer des rustines, c'est inventer un nouveau modèle. Mais cette part de responsabilité, après tout, vous l'aviez vous-même un peu esquissé avec ce que certains ont appelé à l'UMP un droit d'inventaire, après tout, des années Sarkozy. Vous l'avez un petit peu esquissé à la manière de raconter, au fond, je me souviens, vous étiez venu nous en parler ici, ce qu'était le travail quotidien avec Nicolas Sarkozy, avec ses grandeurs et parfois ses petitesses. Mais on sait tout de même, et c'est pour ça qu'on vous pose la question, au fond, même si vous dites ne pas vouloir commenter une décision de justice, c'est que on voit bien que l'organisation de l'UMP se heurte constamment à une question, c'est va-t-il revenir ou pas? Qui va se présenter? Qui est candidat au futur présidentiel ou aux primaires pour le futur présidentiel? Entre Fillon, Juppé, qui c'est peut-être vous? Voilà. Personne n'ose répondre à ça parce qu'on se dit oui, mais enfin si l'ancien président revient, vous comprenez, on est quand même un peu dans la. C'est pour ça que. Alors est-ce que l'obstacle au retour dans la vie politique de Nicolas Sarkozy avec cette décision d'hier arrange au fond quelque part pas mal de dignitaires et de hauts responsables de l'UMP? Moi, je m'endors pas tous les soirs en me disant tiens, est-ce que Nicolas Sarkozy va revenir? Je ne me réveille pas tous les matins en me disant tiens, est-ce que Nicolas Sarkozy va revenir? Je pense à autre chose. Je pense d'abord à la crédibilité que l'UMP doit retrouver. Parce qu'on peut faire toutes les propositions qu'on veut à l'UMP.
des propositions fortes, des propositions intéressantes, structurées. La grande question que se posent aujourd'hui les Français, et d'abord nos militants et nos sympathisants, qu'est-ce qui nous garantit qu'ils feront ce qu'ils nous promettent ? Qu'est-ce qui nous garantit que ce qu'ils feront sera efficace ? La question de la crédibilité, je crois que ce qui le garantit, c'est apporter la preuve que nous-mêmes, les responsables politiques, nous sommes capables de porter une part du changement, d'accepter de changer nous-mêmes. Vous savez que j'ai démissionné de la fonction publique il y a quelques mois. Pourquoi ? Parce que c'était une façon de dire, voilà, j'ai compris. Moi aussi, je dois changer. Moi aussi, je dois renoncer à mes privilèges, à mes avantages. Je renonce aux avantages de la fonction publique. Je renonce à mon poste de diplomate. Je suis rayé des cadres de la fonction publique pour me consacrer. Du Sénat ne vous suivent pas là. Hein, je sais bien que je ne suis pas très suivi, mais moi je crois que ce serait bien que tous les hauts fonctionnaires qui sont engagés aujourd'hui en politique acceptent de démissionner de la haute fonction publique, renoncent à leurs avantages, à commencer par le premier d'entre eux, c'est-à-dire le président de la République, François Hollande, qui est membre de la commission de la Cour des comptes. Je crois que ce sera un geste fort vis-à-vis de tous les Français qui aujourd'hui ont des difficultés, qui ont du mal à s'en sortir, que de dire voilà, nous sommes hauts fonctionnaires, nous avons des avantages qui sont considérables, et en plus nous sommes responsables politiques. Eh bien nous avons compris, nous démissionnons de la haute fonction publique pour nous consacrer exclusivement à notre mandat politique. Et je souhaite une fois encore que ce soit François Hollande, président de la République, membre de la Cour des comptes, qui donne l'exemple. Oui, mais là c'est au fond une décision, et ça serait une mesure qui traverserait au fond tous les partis. Bien sûr, mais qui doit traverser tous les partis, parce que, mais bien sûr, parce que c'est pas une question. C'est pas une question de droite ou de gauche. C'est la question d'un système politique qui ne marche plus, où il y a un certain nombre de personnes qui ont trop d'avantages, trop de privilèges, trop de protection. Nous sommes le seul pays en Europe où les hauts fonctionnaires, je ne parle pas des fonctionnaires de manière générale, mais où les hauts fonctionnaires, c'est-à-dire ceux qui ont le plus de responsabilités, peuvent s'engager dans une carrière politique. Et si jamais la carrière politique ne marche pas, eh bien ils retrouvent leur poste de haut fonctionnaire à la sortie. Mais comment est-ce qu'on peut continuer à accepter ça ? C'est un fonctionnement aristocratique, pas démocratique. Et moi, je suis du côté de la démocratie, pas de l'aristocratie. Mais ce fonctionnement aristocratique, vous comptez en venir à bout comment ? Parce que jusqu'à preuve du contraire, on vient de le voir avec le cumul, ça passe par l'acceptation par l'aristocratie elle-même de la fin de ses avantages, et on n'arrive pas à obtenir ces nuits du 4 août que vous avez l'air de proposer. Il y a un moment, c'est le peuple qui devra trancher sur toutes ces référendum. C'est le peuple qui devra trancher par référendum sur toutes ces questions-là. Si l'aristocratie n'est pas capable de changer par elle-même, c'est le peuple qui devra trancher. Moi, je suis déçu de ce qui se passe sur le cumul des mandats, par exemple. Je peux comprendre parfaitement qu'on soit attaché à sa mairie, attaché à son mandat local. Il y a plein d'explications à tout ça. Mais on peut peut-être voir un peu plus loin. Je pense que sur le long terme, il est plus sain d'avoir des parlementaires qui se consacrent entièrement à leur fonction de député ou de sénateur, et des maires qui se consacrent entièrement à leur fonction de maire de leur ville. Il y a des élections municipales dans quelques mois. Je suis élu dans la ville d'Évreux comme député. Tout le monde me dit il faut que tu sois candidat tête de liste. Je ne suis pas candidat tête de liste, et Dieu sait que j'aime Évreux. Pourquoi est-ce que je ne le suis pas ? Je serai uniquement numéro 3 sur la liste. Parce que je considère que s'occuper d'une ville comme Évreux, 55 000 habitants, c'est un temps plein. C'est du lundi au dimanche, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et pour moi, on ne peut pas faire deux boulots bien à la fois. On ne peut pas vouloir redresser une ville comme Évreux, qui aujourd'hui est en difficulté, et en même temps être député à l'Assemblée nationale. Alors, dans les autres sujets de l'actualité, il y a au moins un sujet qui doit vous faire un peu de repos. Après l'affaire Fillon et les remous que cela a suscité, que ça continue d'ailleurs de susciter, c'est désormais maintenant à gauche le débat qui entoure la déclaration de Manuel Valls à propos des Roms hier. Il faut qu'ils rentrent après tout chez eux, en Bulgarie ou en Roumanie. On voit comment cela déclenche évidemment de vives réactions au sein de la gauche. Est-ce que vous commentez ça, mais de quelle façon ? Mais d'abord, est-ce que vous pensez qu'il faut que les Roms, oui, rentrent chez eux, au fond, en Roumanie et en Bulgarie ? D'abord, oui, il y a une difficulté avec les Roms. C'est pas la peine de se le cacher, c'est ce que vivent les gens à Paris ou ailleurs. Les gens, ils voient dans la rue des personnes qui vivent dans de mauvaises conditions, qui repartent dans leur pays, qui reviennent, tout ça financé par leurs impôts, avec des aides qui sont des aides européennes, et ils ne comprennent pas. Ils disent « c'est pas normal ». Et ils ont raison. Ce problème des Roms traîne depuis des années, personne n'est arrivé à le résoudre, et les Français constatent sur la question des Roms l'impuissance des politiques, de droite comme de gauche. Cette question doit être maintenant réglée. Deuxième remarque, Manuel Valls se fait maintenant une spécialité des déclarations tonitruantes, suivies d'aucun effet. Quel besoin avait-il d'aller stigmatiser le comportement, le mode de vie des Roms ? Moi, je dis simplement l'application de la règle de droit.
Ceux qui n'ont pas de travail en France et qui ne sont pas légalement sur le territoire français ont vocation à quitter le territoire français. Et c'est pas la peine de commencer à faire comme M. Valls. À l'heure de Schengen avec la Roumanie et... Je vais y venir. Je vais y venir. M. Valls fait des déclarations tonitruantes qui ne changeront absolument rien à la réalité. Sur le terrain, il ne fait qu'une chose, il nourrit les extrêmes. Plus on parle fort et moins on agit, comme le fait M. Valls, plus on nourrit les extrêmes. Ça ne résout aucun problème, mais ça fait monter les extrêmes. Moi, ce que je demande, et c'est ma troisième remarque, c'est que M. Valls aille à Bruxelles, parce que c'est là que ça se joue, on le sait bien si on veut des résultats. Pourquoi est-ce que M. Valls n'a pas commencé à négocier le report de la décision d'ouverture des frontières de Schengen à la Roumanie et à la Bulgarie, qui doit être faite pour janvier 2014 En janvier 2014, en 3 mois. Pour que tout le monde comprenne bien, en janvier 2014, les Roms pourront venir en France, travailler sans permis de travail. Ce sera un appel d'air considérable. Moi, ce que je demande à M. Valls, c'est d'arrêter de se répandre sur toutes les radios, sur toutes les télévisions, en déclarations fracassantes, tonitruantes et parfois blessantes, et qu'il fasse son boulot de ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'il règle le problème et qu'il se vaille à Bruxelles trouver la solution pour reporter la décision de janvier 2014. Oui, sauf qu'à gauche, tout de même, certains disent que cette déclaration d'Emmanuel Valls, on aurait pu l'entendre il n'y a pas si longtemps chez un ministre de l'Intérieur d'un gouvernement Fillon-Sarkozy ou d'un président de la République. Voilà. Est-ce que monsieur, on peut vivre avec le regard dans le rétroviseur, très bien. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on règle les problèmes des Français. Les Roms, aujourd'hui, c'est un problème pour la vie quotidienne de beaucoup de Français. Parce qu'ils n'acceptent pas que la règle de droit ne soit pas respectée, et les Français ont raison sur ce point. Je demande à M. Valls de régler le problème. Louis Plenel rappelait tout à l'heure, c'est 20 000 personnes, les Roms en France. Hein. 20 000 personnes sur 60... D'accord, mais ça pourrait être 5 000 personnes, ça pourrait être 1 000 personnes. Ça ne change rien au fait que la règle de droit doit être appliquée. C'est bien le problème en France, c'est que l'autorité de l'État n'est plus respectée. Je demande à M. Valls, ministre de l'Intérieur, de faire respecter sereinement la règle de droit, de faire respecter sereinement la loi républicaine. Et je lui demande surtout d'aller le plus rapidement possible à Bruxelles et d'obtenir le report de cette décision de janvier 2014. Parce que, à quoi auront servi toutes ces déclarations tonitruantes de M. Valls si en janvier 2014, il y a un nouvel appel d'air pour les Roms? Qu'est-ce que constateront les Français? C'est que la politique échoue à obtenir des résultats et on aura une flambée des extrêmes. Des déclarations tonitruantes de M. Valls, on va passer à l'autre sujet qui hante la vie politique en ce moment, qui est la question du Front National. Vous savez ce qu'on dit, les déclarations tonitruantes alimentent systématiquement l'extrême droite. L'année dernière, on s'était rencontrés. Vous nous aviez parlé des relations du FN et de l'UMP en nous disant, dans l'état-major de l'UMP, il n'y a aucun doute, l'idée d'une entente est impossible. En revanche, quand on s'approche du terrain, on a une frontière qui devient plus grise parce que forcément, il peut y avoir des difficultés sur le terrain. Est-ce que les choses n'ont pas basculé et est-ce que la frontière n'est pas devenue grise au moins depuis les déclarations de M. Fillon et sans doute peut-être aussi avec certaines de M. Copé? Est-ce que la frontière n'est pas devenue grise à l'intérieur même de l'état-major de votre parti? Bruno Le Maire. Je ne le crois pas et surtout, je ne l'espère pas. Le Front National est notre adversaire. Tout le monde qui fait un peu de politique, je pense, l'a compris. Qu'est-ce qui a obtenu en partie la défaite de Nicolas Sarkozy et de la droite? C'est le Front National. Qui est-ce qui est notre adversaire sur le terrain pour les prochaines élections municipales et qui risque de nous conduire à des triangulaires qui pourraient nous faire perdre des villes? Le Front National. Qui est-ce qui défend des idées économiques qui sont aux antipodes des nôtres? Par exemple, le retour à la retraite à 60 ans, l'augmentation du nombre de fonctionnaires, la sortie de l'euro, c'est le Front National. Donc moi, je combats le Front National comme un adversaire. C'est aussi simple que ça. Je pense qu'il vaut mieux en politique avoir des idées claires et une vision claire de ce que sont vos adversaires. Le Front National est mon adversaire. Je vois beaucoup de gens dans ma circonscription de l'Eure qui sont tentés par le Front National. Et je comprends parfois leur raisonnement quand ils me disent « Écoutez, on est cambriolés, il ne se passe rien, donc ras-le-bol, on va voter pour le Front National. Vous ne défendez plus suffisamment la nation française. Le Front National le fait, on va les rejoindre. » Donc il y a des explications à tout ça. Mais c'est en étant fort sur nos idées, nos convictions, nos propositions qu'on luttera contre le Front National. Est-ce qu'on n'a pas franchi la ligne rouge? Quand un ancien Premier ministre dit ce qu'il a dit, c'est-à-dire il met sur le même plan un parti classique, le Parti socialiste, et puis un parti que vous jugez pas tout à fait classique, le Front National. Moi, je ne vote pas pour le Front National. Voilà, parce que c'est un adversaire.
Je l'ai dit une fois, je l'ai dit 10 fois, je le dis depuis des années. J'ai une ligne politique qui est cohérente sur, je l'espère, tous les sujets depuis des années et des années. Que ce type de déclaration soit prononcé au plus haut niveau, alors qu'on avait plutôt l'habitude de l'entendre au Sainte-Marie-de-la-Mer, ça ne vous paraît pas un symptôme ennuyeux? Écoutez, ça a été rappelé à l'occasion des différentes réunions que nous avons eues avec les responsables de l'UMP. Je pense en plus que c'est un mauvais débat pour nous. Un très mauvais débat. D'abord parce que la question ne se pose pas, on sera toujours au deuxième tour des élections municipales, nous les candidats de l'UMP. Donc on ferait mieux de se battre pour nos candidats de l'UMP. On ferait mieux d'essayer d'avoir des idées plus fortes et plus claires pour qu'on sache ce qu'est l'UMP. L'UMP, c'est quoi ? C'est quoi ses idées ? C'est quoi sa ligne ? C'est quoi ses propositions ? C'est comme ça qu'on combat contre le Front National. Retrouvons de la force et de la lisibilité dans nos idées. Alors le fait est qu'à l'UMP, ça tangue évidemment. L'Express raconte une petite anecdote mais relativement symptomatique. L'ancien ministre Benoît Apparu, jupéiste, n'a pas apprécié ce fameux repositionnement de François Fillon sur le Front National et l'a dit publiquement. Du coup, l'ex-premier ministre, raconte l'Express, n'a pas goûté de se voir ainsi critiqué et il lui a dit « Arrête de balancer sur les gens », a-t-il dit donc à Apparu qu'il croisait à la buvette de l'Assemblée nationale. La réponse du tac au tac du député. Et toi, arrête de dire des conneries. Vous partagez ? Je reconnais le sang chaud de Benoît Apparu, qui est un bon ami. Ça dit, ça donne des ailes et des chances à une candidature qui pourrait redevenir celle de éventuellement Alain Juppé pour les présidentielles de 2017 ? On n'est pas dans les candidatures de personnes. Vous savez, il n'y a pas de candidature de personne possible quand il n'y a pas d'abord une ligne claire et des propositions claires. Et puis il n'y a pas de candidature de qui que ce soit s'il n'y a pas d'abord des élections municipales qui se passent bien. Donc concentrons-nous sur les municipales et sur notre projet. 8h16, c'est l'heure de votre chronique, Brice Couturier. Durant des dizaines d'années dans ce pays, le domaine des idées a été un monopole de gauche. Certains animateurs de la vie intellectuelle persistent à croire qu'un bon débat oppose deux sensibilités de cette gauche hégémonique. Un représentant de la gauche réformiste et gouvernementale, un autre de la gauche critique, pour prendre ce grand classique des plateaux. Le réformiste défend son bilan en expliquant qu'il regrette de ne pas avoir pu faire davantage, étant donné les circonstances, et l'autre accuse le premier d'avoir trahi leurs idéaux égalitaires communs. Et la droite, eh bien, elle n'est pas représentée. En partie par sa faute. Longtemps, elle s'est présentée comme gestionnaire et pragmatique, ouverte au compromis, mais méfiante envers les idéologies. De manière générale, elle était d'accord au fond avec la gauche réformiste, mais réclamait qu'on lui laisse le temps de s'adapter. Alors certes, il y a eu une droite avec des idées, mais c'était il y a longtemps, dit-on, et par charité, ce sont des idées qu'on préfère oublier. Travail, famille, patrie ou encore Algérie française. Alors la droite, elle s'est occupée du style. Les hussards, renouvelés à chaque génération, de Roger Nimier jusqu'à Marc Lambron, elle aurait abandonné le fond à la gauche. Vous me direz, c'est un peu réducteur, à preuve, vient de paraître une assez passionnante histoire intellectuelle des droites. Dans cet essai, François Huguenin, son auteur, analyse cette histoire sous l'angle du conflit idéologique entre libéraux et réactionnaires. Huguenin invite la droite à tirer profit des échecs politiques et des limites théoriques de ces deux courants rivaux pour refonder une droite intellectuelle fécondée par les courants conservateurs anglo-saxons qui n'ont jamais négligé, eux, la bataille des idées et ont su ainsi se renouveler. Or, les choses ici en France sont en effet en train de changer. Écoutez le petit jeune qui monte à l'UMP, Guillaume Pelletier, le chef de file de la droite forte, le courant qui est arrivé en tête en novembre aux élections internes de l'UMP. La première chose, dit-il, à comprendre, c'est que ce sont les idées qui mènent le monde. Tiens, la droite aurait des idées ? Ce qui se passe, c'est que le clivage droite-gauche se décline de moins en moins sur le champ où il avait lieu hier, les questions économiques ou budgétaires, il se déroule dorénavant sur le terrain des valeurs. Valeurs de droite ? Le mérite et la responsabilité personnelle, l'ordre et la morale, la famille traditionnelle et la transmission de l'héritage culturel, l'identité nationale et le rejet de la mondialisation, des thèmes revendiqués dans le sillage des manifs pour tous de cette année. Il y a derrière cette revendication d'une droite décomplexée, libérée de son ancien surmoi de gauche, un aspect générationnel. Une jeune droite règle ses comptes avec ses aînés, en portant le fer contre le libéralisme libertaire qui a servi d'idéologie à la génération de mai 68. Elle rend les baby-boomers responsables de l'état de délabrement du pays, propre situation matérielle. Maintenant, proclamer des valeurs est-ce suffisant pour bâtir une doctrine ? D'autant qu'on voit mal en quoi les valeurs en question se distinguent nettement de celles dont se réclame le Front National.
La chronique de Brice Couturier sur franceculture.fr. Bruno Le Maire. Il y a un point sur lequel je suis en accord total, c'est que la droite doit reprendre le leadership des idées. Elle doit reprendre le leadership des idées, sinon elle ne retrouvera pas le pouvoir. La deuxième chose qui me paraît très importante, c'est que moi, je ne suis pas du côté de la droite gestionnaire. Je suis du côté de la droite révolutionnaire. C'est-à-dire la droite qui veut des changements profonds dans le pays, qui veut porter un modèle nouveau, qui estime que le modèle sur lequel nous vivons depuis des années, et que nous avons soutenu, est un modèle qui est à bout de souffle. Un modèle dans lequel on peut vivre mieux de ses allocations que de son travail. Un modèle dans lequel on explique aux enfants de France qu'il y a une seule formation qui est bonne, c'est la formation générale, et que la formation d'alternance, la voie professionnelle, c'est pas bien. Un modèle qui n'assume pas une fierté nationale. Un modèle qui refuse de voir le monde tel qu'il est, qui veut se fermer à la mondialisation, qui veut se fermer au potentiel fantastique de croissance qu'il y a en Chine, au Brésil, aux États-Unis, pour nos PME, pour nos entreprises. Moi, je veux tourner le dos à ce modèle, parce que j'estime qu'aujourd'hui, il crée de la pauvreté pour les Français. Il crée des inégalités pour les Français. Il crée le renouvellement des mêmes générations, toujours les mêmes, qui ont les mêmes postes, sans permettre à des jeunes qui n'ont pas les mêmes chances de réussir, sans permettre aux immigrés qui sont venus dans notre pays et qui sont légalement sur notre sol de réussir comme ils devraient pouvoir réussir. C'est pour ça que je prône une droite révolutionnaire. Révolution, pas au sens de 1789, je n'ai pas vocation à couper des têtes. Révolution au sens où on remet les choses à l'endroit. C'est la révolution démocratique que vous lanciez. C'est la révolution démocratique. Ce que je propose quand je dis révolution démocratique, c'est des choses de bon sens. Quand je dis qu'un député ne doit pas faire plus de 3 mandats successifs, c'est du bon sens. C'est la condition pour que les jeunes puissent accéder à la vie politique. Quand je dis une nouvelle fois que tous les hauts fonctionnaires devraient démissionner de la haute fonction publique, du Conseil d'État, de la Cour des comptes, de l'inspection des finances, vous mettez au chômage la moitié de la classe politique. Eh bien, c'est bien la preuve que la classe politique devient une caste, au lieu d'être ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire des gens au service des Français. Quand je propose également qu'on réduise à 400 le nombre de députés, il suffit de venir à l'Assemblée nationale. Il suffit de voir ces 577 députés sur les bancs de l'Assemblée nationale pour comprendre qu'on ne peut pas faire du bon travail dans ces conditions-là. Donc oui, je suis du côté de la révolution. Révolution au sens où on remet les choses à l'endroit. Deuxième remarque sur les valeurs. Les valeurs, c'est très bien. Moi, je suis attaché à un certain nombre de valeurs. Je crois à la responsabilité individuelle. Je crois à la liberté d'entreprendre. Je crois à la cellule familiale. C'est important, la famille, pour structurer une société. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi que nous répondions à cette grande question, comment est-ce que la politique peut retrouver une capacité à changer les choses? Quelle conception avons-nous de l'État, par exemple? C'est une question cruciale pour l'avenir. Quel mode de gouvernance nous allons mettre en place pour que les décisions que nous prenons ne soient pas de simples déclarations, comme M. Valls, une fois encore, qui fait des déclarations tonitruantes, mais permettre réellement de faire bouger les choses sur le terrain. On doit inventer une nouvelle gouvernance, la gouvernance venue d'en haut, où l'État décrète et dit voilà, on va faire ceci, et puis il ne se passe rien sur le terrain, c'est fini. Moi, je crois à une gouvernance qui associe chaque citoyen, où chaque citoyen prend sa responsabilité, où chacun est associé à la décision. Prenez les questions de sécurité, prenez la question de Marseille. On nous dit qu'il faut envoyer l'armée. Mais ce n'est pas en envoyant l'armée qu'on va résoudre quoi que ce soit à Marseille. On y arrivera s'il y a les effectifs de police suffisants, si la police travaille bien avec la gendarmerie, si les maires ont les pouvoirs nécessaires pour travailler aussi dans de bonnes conditions, si les associations qui sont dans les quartiers sont associées à ces décisions, si les mères de famille sont aussi associés à la question de la sécurité. On n'y arrivera pas par des ordres venus d'en haut et la toute-puissance publique, on y arrivera par le citoyen, par la responsabilité du citoyen. Alors, on nous dit toujours à droite, nous voulons intervenir dans le débat d'idées, la culture compte, nous voulons retrouver cette hégémonie intellectuelle perdue depuis longtemps, qui est aujourd'hui un phénomène une hégémonie de gauche. Mais comment voulez-vous intervenir concrètement? C'est bien gentil de proclamer des valeurs, mais vous voyez, c'est tout à fait par hasard, j'ai sur ce bureau, c'est dommage qu'on n'ait pas l'image, 2 revues intellectuelles, une britannique, Standpoint, et c'est une des très nombreuses revues conservatrice britannique, très intelligente, avec beaucoup d'articles sur l'art, le cinéma, l'évolution de la BBC, quelques philosophes, etc. Et puis j'ai Commentaire, que j'aime beaucoup, mais Commentaire, c'est lu par très peu de gens, parce que ça a vocation à être lu par très peu de gens. C'est une revue libérale et conservatrice, faite par des hauts fonctionnaires et des professeurs d'université, qui est lue par des professeurs et des universitaires, dont la moyenne d'âge doit approcher 60 ou 65 ans. Alors que Standpoint... Je salue nos amis de Commentaire, cela dit, nous soutenons les revues. Il n'y a pas
pas de mal à être lu par des gens de 65 ans. France Culture n'est pas écoutée non plus par des gens très jeunes, hélas. Mais voyez, la différence, c'est que les Britanniques se sont donné les moyens d'intervenir à travers des think tanks, à travers des sites, à travers des revues, animés à participer à la vie intellectuelle. On a le sentiment que la droite ne sait pas s'y prendre. Parce que la droite ne sait pas suffisamment écouter tout le monde. Non, mais c'est une question très matérielle. Non, mais c'est une question très matérielle. Il y a des think tanks qui existent. Il y a des think tanks en France, il y a des think tanks à l'étranger. Il y a des jeunes qui participent à toutes ces réflexions. Mais c'est aussi à nous d'aller les voir. À nous de ne pas nous laisser enfermer dans le conservatisme intellectuel. Je refuse le conservatisme intellectuel. Je suis une nouvelle fois du côté de la révolution. Mais la révolution est portée par qui? Elle est portée par des jeunes qui sont à l'université, qui sont en formation. Elle est portée par des personnes qui sont venues de l'étranger et qui vivent en France. C'est intéressant d'aller écouter ce qu'un jeune Marocain ou un jeune Chinois a à vous dire de la France alors qu'il vit en France. Je peux vous dire que ça vous apprend énormément. Ça vous permet de comprendre un petit peu comment il voit la France, quels sont nos avantages, quels sont nos défauts. C'est à nous aussi d'avoir une vision de la société qui rassemble tout le monde, qui comprend les difficultés de tout le monde. Vous avez vu que sur le mariage pour tous, par exemple, je me suis abstenu. Je suis abstenu pour une raison qui est simple, c'est que j'estime qu'il faut apporter des réponses aux couples homosexuels qui n'ont pas les mêmes protections. Il faut apporter des réponses aux milliers d'enfants qui sont élevés dans le cadre de couples homosexuels sans que leur père, qui n'est pas le père biologique, ait un statut de beau-parent. Je voudrais, moi, que ma famille politique s'ouvre à la réalité de la société française et y apporte des réponses sans faire preuve d'un quelconque laxisme ou d'un renoncement intellectuel, en fixant au contraire des règles, des valeurs, des lignes, mais en voyant la société française telle qu'elle est, pas telle qu'elle la rêve. Hubert Huertas. Vous avez dit tout à l'heure, j'entends faire partie d'une droite révolutionnaire et une droite qui sort des vieux modèles. Vous avez cité un exemple, une phrase comme ça, ce vieux modèle dans lequel, par exemple, il vaut mieux vivre des allocations que du travail. Vous pensez que c'est révolutionnaire, que ce n'est pas une vieille lune, ça? Non, ce n'est pas une vieille lune. C'est des constats que je fais de manière très pratique. Je suis allé à Perpignan il y a quelques jours et j'ai passé une journée dans le quartier du Bas-Vernay, qui est un quartier difficile de Perpignan, mais où il y a des réalisations absolument formidables qui ont été faites par le maire, dont on peut d'ailleurs s'inspirer. Il a installé une école de rugby au cœur du quartier, pour que justement les jeunes voient aussi l'exemple de ce que c'est que la discipline sportive. Bon, c'est formidable comme idée. Je trouve ça absolument formidable. Vous avez 50% quasiment de taux de chômage chez les jeunes dans ce quartier. 50%. En même temps, vous avez à quelques kilomètres de Perpignan, beaucoup de maraîchers, de producteurs de fruits et légumes qui recrutent pendant l'été et à l'automne pour ramasser des fruits et légumes. C'est des centaines et des centaines d'emplois. Ces centaines et ces centaines d'emplois ne sont pourvus que par des personnes venues de l'étranger, de Hongrie, de Pologne ou du Maghreb. Quand je demande à des jeunes du quartier du Bas-Vernay ou des personnes un peu plus âgées qui viennent de se marier, qui ont 29-30 ans, pourquoi vous n'allez pas ramasser des fruits et légumes? Ils disent, mais c'est pas compliqué. Ça me rapporte plus de rester avec mon RSA socle, 1 ou 2 avantages sociaux en plus, plutôt que de ramasser des fruits et légumes. Pourquoi est-ce que je me casserais le dos à ramasser des fruits et légumes alors que je peux vivre autrement avec des allocations? C'est un système dont je ne veux plus. Pour sortir de ce système dont vous ne voulez plus, est-ce que votre idée c'est de supprimer les allocations ou de faire en sorte que le travail soit mieux rémunéré? Parce que de fait, le travail étant de moins en moins bien rémunéré, il est rattrapé par les allocations. C'est exactement la proposition que je fais. Vous voulez une augmentation générale des salaires? Je veux que le travail rapporte plus. Je veux que le travail rapporte plus. Vous allez faire comment? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense que les Français... aux maraîchers de payer davantage? Je pense qu'on peut prendre juste tout petit peu plus de distance pour pas se focaliser uniquement sur les maraîchers, mais Dieu sait que je les aime. C'est vous qui les je veux simplement, mais je les cite parce que c'est des gens que j'aime beaucoup. Je veux simplement que, au bas de la feuille de paye, chaque Français ait un chiffre qui soit plus important, que le revenu direct soit plus important, quitte à ce que le revenu indirect soit moins important. Les allocations, les subventions, les aides en tout genre, je préfère qu'elles soient moins importantes. Je voudrais que chaque Français qui travaille ait à la fin du mois plus d'argent, quitte à ce que le revenu indirect qui vient des prestations sociales soit moins élevé. Je pense que ce modèle-là est un modèle plus de responsabilité et correspond davantage à ce qu'attendent les gens. Oui, mais alors ce modèle-là que vous décrivez là, si je ne me trompe pas trop, ressemble énormément au modèle allemand qu'a mis en place Angela Merkel, avec notamment les mini-jobs, dont on vante évidemment les mérites sur l'effet que cela, sur les chiffres
chiffres de l'emploi et les chiffres du chômage, mais dont on dit aussi que tout de même, ça correspond à ce que vous dites, hein, que la précarité ou c'est quand même pas des gros salaires. Hein. On se retrouve en Allemagne à payer de l'heure moins que l'heure au SMIC, et en France, on paye l'heure à 1 euro parfois. Bon. Je suis d'accord, mais la vraie précarité, c'est le chômage. Et pour moi, c'est une ligne constante, ma ligne politique, donc, depuis des années et des allocations que tout la situation... vaut mieux que le chômage. Tout vaut mieux que le chômage. Quand je vois tous ces jeunes dans les quartiers, qu'ils soient issus de l'immigration ou non, les jeunes dans les communes rurales, qui trouvent rien, tous ces jeunes qui veulent aller en alternance, qui trouvent même pas un stage dans une entreprise, qui n'arrivent même pas à se faire une place, tout vaut mieux que le chômage. Ça fait des décennies que la France préfère le chômage. Moi, je préfère l'emploi. Et j'assumerai toutes les conséquences de ce choix politique. Y compris donc une baisse des prestations sociales, ce qui a eu lieu en Allemagne. En Allemagne, les allocations de chômage sont extrêmement réduites. Je suis très cohérent. À ce même micro, il y a 2 ou 3 ans, j'ai dit, on doit faire une réforme de l'indemnisation du chômage. Souvenez-vous, c'était en octobre 2011, je voulais proposer ça dans le cadre du projet de l'UMP pour les élections présidentielles de 2012. Ouais. Et j'avais dit, il faut une plus grande dégressivité des allocations du chômage, en échange de quoi il y aura un accompagnement de chaque chômeur dès le premier jour et une vraie formation. À l'époque, toute ma famille politique m'est tombée sur le poil en me disant, mais hors de question, c'est révolutionnaire, on n'en veut pas. C'est cher. Hier, mardi, aux journées parlementaires de l'UMP, un des ateliers de travail était la réforme de l'indemnisation du chômage. Tant mieux si on vient vers ces idées-là. Mais c'est bien la preuve qu'on ne peut pas rester accroché à un modèle aujourd'hui qui ne fonctionne plus. Je donne un autre exemple. Sur la santé et la sécurité sociale. Le principe de base de la sécurité sociale, ça doit être la solidarité. Aider ceux qui en ont réellement besoin. Aider toutes les personnes âgées qui sont dans la dépendance. Aider les personnes qui souffrent d'Alzheimer. Aider ceux qui sont touchés par un cancer. Ça, oui. Mais financer sur le dos de la collectivité le trajet de 80 km en ambulance de telle personne qui pourrait se faire accompagner par son frère, non. Avoir une aide médicale d'État entièrement gratuite pour les étrangers en situation irrégulière qui n'ont pas cotisé un seul euro à la sécurité sociale, non et 3 fois non. Je veux que la sécurité sociale... C'est 450 millions d'euros. C'est 450 millions d'euros. Et c'est un scandale. Et c'est un scandale. Donc moi, je demande simplement que la sécurité sociale soit fondée sur un principe de solidarité et pas sur un principe de gabegie. Et j'estime qu'aujourd'hui, on est dans la gabegie. Pourquoi est-ce que vous autorisez une personne à aller chez son médecin? Elle a un petit bobo. Elle se fait recommander 2 médicaments. En disant, voilà, vous essayez celui-là, puis si vous ne va pas, vous pouvez aussi prendre l'autre. Elle descend à la pharmacie, elle prend les 2 boîtes, elle a sa carte vitale, elle n'a rien payé, elle va utiliser 3 pilules de ces 2 boîtes, et tout ça aura coûté cher à la collectivité sans que ça ait un effet sur la santé de la personne. Vous trouvez que c'est un bon système? Eh bien, moi non. Vous allez vous y prendre comment? Vous allez imposer aux médecins un certain nombre de règles? Vous savez que c'est très compliqué d'imposer quoi que ce soit aux médecins. Vous y avez perdu des élections. Vous avez raison, mais on perd toujours les élections quand on est corporatiste. Et je crois qu'un des drames de la France aujourd'hui, c'est le corporatisme. Il y a le corporatisme de gauche, que M. Hollande pratique régulièrement, qui consiste à défendre sa clientèle. Donc, par exemple, sur la réforme des retraites, plutôt que d'aligner la cotisation du public sur le privé, on augmente les cotisations. Voilà, ça c'est ce que j'appelle le clientélisme de gauche. Il y a aussi un clientélisme de droite. Oui. Il y a aussi un clientélisme de droite. On se dit, faut pas toucher aux médecins, faut pas toucher aux pharmaciens. Moi, j'aime beaucoup les médecins, j'aime beaucoup les pharmaciens. C'est des gens essentiels à la vie collective. Mais retrouvons le sens de l'intérêt général. Arrêtons de nous dire, si je fais ceci, ça va toucher telle corporation. On n'y arrivera pas sinon. Caroline Eliaschev. Oui, je voudrais revenir à l'Allemagne. Madame Merkel a donc gagné les élections et elle est en train d'essayer de voir comment elle va composer son gouvernement. Est-ce que vous pensez qu'une situation similaire à ce qu'elle est en train de faire serait possible en France? C'est-à-dire avoir 42% des voix et chercher des alliés comme elle les cherche? Bruno Le Maire. Moi, j'aimerais que ce soit possible. Et piquer des idées à la gauche, pour notamment l'idée d'arrange en revenu. J'aimerais que ce soit possible, parce que je pense qu'au point où nous en sommes arrivés en France, il est nécessaire maintenant de prendre les bonnes idées, de refonder notre modèle, sans se demander est-ce que c'est de droite, de gauche, mais en se demandant simplement est-ce que ça va permettre aux Français de vivre mieux. Les Français vivent mal, ils doivent vivre mieux. Et qu'importe ensuite si une idée peut paraître venue d'un autre horizon politique que le nôtre. Ensuite, sur la réaction de Mme Merkel, il n'y a quand même que François Hollande qui a cru un instant depuis des mois que qui que soit d'autre pouvait être élu
que Mme Merkel. Vous ne croyez pas ça, hein. Alors, je ne sais pas, mais enfin, je l'ai vu tendre la main au SPD, faire des mamours à M. Steinbrück. Moi, dès que j'ai vu ça... Il faut dire qu'Angela Merkel n'avait pas été très aimable avec le candidat Hollande à la présidentielle. Une fois qu'on est élu président de la République, on a ses responsabilités. On travaille avec la chancelière. Moi, j'ai beaucoup regretté la manière dont le Parti socialiste et un certain nombre de responsables de gauche ont versé dans la germanophobie depuis quelques mois. Je pense que c'est une erreur majeure. Heureusement. Mais parlons de l'actualité. L'actualité, c'est le budget. Je lis dans les Échos de ce matin que le choc fiscal depuis l'arrivée de François Hollande au pouvoir a été de 32 milliards d'impôts supplémentaires sur les ménages et les entreprises, et que le tout n'a abouti qu'à une réduction de déficit de 8 milliards. Donc les Échos s'inquiètent en disant la fiscalité fait des trous dans la consommation des ménages. Elle pousse d'ailleurs en plus les ménages en question à épargner parce qu'ils s'attendent à de nouvelles hausses des impôts, et ça ne fait pas redémarrer l'économie visiblement, et surtout ça n'a pas l'air de contribuer à la réduction du déficit public qui inquiète non seulement les marchés mais aussi les Français. Qu'en pensez-vous? L'UMP a l'air de tirer à boulet rouge sur ce budget. Qu'auriez-vous fait d'autre? L'UMP a raison de tirer à boulet rouge, parce que franchement, j'ai déjà vu des choses idiotes et mensongères en politique, mais la pause fiscale, je crois qu'alors là, ça fait péter tous les plafonds. D'abord, la pause fiscale, c'est quoi une pause? Vous voyez, j'ai un bouton devant moi. Pause, ça veut dire que j'appuie pour reprendre de l'énergie et ensuite aller encore plus vite la prochaine fois. Donc pause fiscale, ça veut dire je m'arrête un temps et puis après, alors je multiplie encore plus les impôts. Donc c'est idiot. Puis en plus, c'est mensonger parce qu'il n'y a absolument aucune pause du tout. Au contraire, il y a une augmentation des impôts. Allons expliquer aux 9 millions de personnes qui touchaient des heures supplémentaires qu'il y a une pause fiscale. Allons expliquer à tous ceux qui vont payer la TVA à 20% du 19,6 qu'il y a une pause fiscale. Allons expliquer à toutes les familles, parce que je ne sais pas ce que François Hollande a contre les familles de France, mais visiblement, c'est un cœur de cible pour lui. Parce qu'elles vont être massacrées par les impôts. Quand vous voyez des classes moyennes, les quotients familiales, pas les familles populaires. Le quotient familial, les classes moyennes, mais enfin toujours celles qui payent les impôts, le quotient familial, la suppression de la majoration de pension pour les retraités qui ont eu plusieurs enfants, la suppression des crédits d'impôt pour ceux qui ont des enfants au collège, au lycée, à l'université. Pourquoi cette obsession contre les familles, alors qu'elles sont, une fois encore, je l'ai dit, au cœur de la cohésion sociale française? Alors je ne vais pas vous multiplier les augmentations d'impôts, on ne va pas y passer l'émission. Simplement, je trouve que c'est mensonger et c'est dangereux pour le pays, parce que ça décourage tout le monde. Moi, ce que je vois, c'est des Français découragés par toutes ces augmentations d'impôts. Et encore, je ne vous ai cité que les impôts d'État. Tous ceux qui ont reçu aujourd'hui leur feuille d'imposition locale savent qu'en plus, c'est double peine, parce que les impôts locaux ont beaucoup augmenté aussi. Mais peu, parce que les municipales sont en vue. Mais l'année prochaine, il paraît que ça va être sévère. L'année prochaine, ce sera sévère. Est-ce que vous ne faites pas aussi de la politique quand vous dites ce que vous venez de dire? Bon. Il vaut mieux que je fasse de la politique quand même, c'est mon métier, non? Enfin, je voulais dire la politique politicienne. Allez. Non, elle n'est pas politicienne. Quand vous dites la TVA va augmenter 19,6 à 20%, vous saviez bien que vous aviez finalement obtenu de Nicolas Sarkozy, qu'il a refusé pendant tout son mandat, mais qu'il a accepté dans les 3 derniers mois d'augmenter davantage. Oui, mais et vous savez bien que Jean-François Copé veut porter la TVA à 25%. Très bien. Ça, c'est la proposition de Jean-François Copé. Moi, je ne propose pas d'augmenter la TVA à 25%. Je dis simplement pourquoi faire. Parce que c'est ça la grande question. Si les Français savaient pourquoi leurs impôts augmentent, peut-être qu'ils pourraient l'accepter. Aujourd'hui, les Français n'acceptent plus l'impôt. Parce qu'ils ne voient plus à quoi ça sert. Je redonne mon exemple sur la sécurité sociale. Quand on augmente les impôts et qu'on continue à avoir une franchise supprimée pour l'aide médicale d'État, même si c'est un tout petit exemple, c'est un point de crispation, les gens disent écoutez, stop, je suis désolé, je ne paye plus pour ça. Je ne paye plus pour ça. Donc si on savait pourquoi c'était, il pourrait y avoir un consentement à l'impôt. Aujourd'hui en France, et je vais vous dire, c'est un sujet qui me préoccupe gravement, il n'y a plus de consentement à l'impôt. Or, le consentement à l'impôt, c'est la clé de la cohésion sociale. Est-ce qu'on n'est pas tombé dans une espèce de populisme antifiscal? Pardonnez-moi si l'expression... Non, je ne suis pas d'accord du tout avec ça. Les Français sont des gens de bon sens, sont des gens raisonnables, sont des gens qui sont prêts à la solidarité, qui sont des gens généreux. Ils sont prêts à contribuer, ça ne leur pose pas de problème, mais ils veulent savoir à quoi ça sert, pour quel État. Quand ils voient qu'on embauche 60 000 fonctionnaires de plus dans l'éducation nationale, quand ils voient qu'on ne réforme pas la sécurité sociale, quand on voit... Oui, moi je trouve que rajouter 60 000 postes dans la fonction publique de l'éducation nationale sans avoir changé cette éducation nationale, je trouve que ce n'est pas la bonne méthode. Je dis simplement que les Français ne voient pas avec François Hollande où ils vont.
François Hollande leur demande toujours plus d'efforts et leur explique toujours moins où il veut aller. C'est l'embrouille complète, on ne sait pas où on va. Et à un moment donné, les Français disent stop. Désolé, ça suffit. Ça suffit. Pourquoi avons-nous des prélèvements obligatoires qui sont supérieurs à ceux de la Suède alors que les prestations sociales et les services publics sont de qualité bien moindre de ce dont bénéficient les Suédois? Parce que nous n'avons pas accepté ce que je propose depuis... Non, mais c'est une excellente question. Non, parce que vous êtes nous sommes arrivés, mais bien sûr qu'on est aussi responsable. Mais je porte entièrement ma part de responsabilité. Je dis, soyons révolutionnaires et refondons 3 choses. L'État. C'est quoi l'État aujourd'hui en France? Comment faisons-nous pour qu'il soit efficace, qu'il arrête de s'occuper de sujets qui ne sont pas dans son cœur de compétences et qu'il se concentre sur la sécurité, la justice, l'éducation, la santé? Deuxième question, les collectivités locales. Quand est-ce qu'on fait enfin la fusion des départements et des régions? Qu'on divise par 2 le nombre d'élus locaux, par 2. M. Hollande a supprimé la réforme du conseil territorial. Enfin, troisième question, comment est-ce que nous remettons le principe de solidarité au cœur de la sécurité sociale, au lieu de ce principe de gabegie et de gratuité pour tous, qui est un principe qui ne mène nulle part? C'est ça ce que j'appelle la refondation du modèle français. Vous êtes, j'imagine, pour la suppression des 35 heures. C'est pour aller... La droite est pour la suppression des 35 heures depuis à peu près 20 ans maintenant, si vous voulez. C'est pour aller jusqu'à... Pour augmenter ces 35 heures de combien d'heures pour aller jusqu'à quel chiffre? Et puis deuxièmement, si vous supprimez les 35 heures, vous êtes aussi favorable à la suppression des aides qui vont aux 35 heures, c'est-à-dire grosso modo 20 milliards qui sont versés aux entreprises. Je suis surtout favorable, je veux dire, je ne fais pas une fixation sur les 35 heures, on va passer une nouvelle loi. Je veux surtout qu'on laisse plus de liberté aux entreprises, qu'on laisse la liberté aux salariés, s'ils veulent travailler davantage, s'ils veulent avoir des rémunérations plus importantes, le faire. Qu'il n'y ait pas un carcan. Oui, mais on est revenu dessus sur la défiscalisation des heures supplémentaires. Et j'ai déposé avec Xavier Bertrand, il y a quelques jours, une proposition de loi qui est signée maintenant par quasiment tous les députés UMP pour qu'on rétablisse la défiscalisation des heures supplémentaires. J'ai vu que les députés socialistes étaient favorables, ils n'ont qu'à la signer. Mais qu'on libère la France d'un certain nombre de carcans qui l'empêchent de travailler et de réussir. Caroline Eliachev. Oui, sur le même sujet, je voudrais savoir ce que vous pensez de la loi qui s'impose à un certain nombre d'établissements, leur interdisant de travailler au-delà de 20h ou 21h. Parce que c'est la loi qui leur impose de fermer. Est-ce que vous pensez que c'est cette loi qu'il faut changer? Je pense qu'on doit remettre de la liberté et de la responsabilité en France. Et que la tutelle de la puissance publique, nous devons faire comprendre aux Français qu'elle ne sert plus leur intérêt. Cette tutelle permanente de la puissance publique qu'on voit par exemple dans la loi de Mme Duflot sur le logement, c'est plein de bons principes cette loi. Ça part d'une bonne idée, de dire voilà les loyers sont trop élevés, on va essayer de les stabiliser et on fait une loi. Ça va aboutir rigoureusement à l'inverse. Une nouvelle taxe qui est à 1,5% et qui va augmenter. La déresponsabilisation totale des locataires. La pénalisation des propriétaires. Ce sera, pardonnez-moi l'expression, totalement foireux cette loi. Moi je préfère une société... Vous en faites pas, elle sera pas adoptée. Je préfère une société, mais je propose une alternative. Ce que je ne supporte pas non plus, c'est qu'un gamin qui a 22 ou 23 ans, qui cherche un logement à Paris, à Nantes, à Lyon, dans une ville où il y a de la tension sur le logement, il arrive, il va chez son bailleur, il doit apporter la preuve de la rémunération de ses parents, il doit avoir des cautions, mais c'est humiliant. C'est humiliant pour un jeune de devoir arriver comme ça. Voilà, je cherche une caution, un ami riche, un parent, un ceci, un cela. Et puis ensuite, ou pas d'ailleurs, on demande des cautions à des gens qui ont 50 ans. Ils payent, mais même des gens de 50 ans, mais c'est humiliant. Mais comment vous l'empêchez, ça? Et ben, je vais vous dire comment on l'empêche. Et après, il faut payer 2 mois de caution. C'est toujours la même notion de la tutelle de la puissance publique. Je propose autre chose. 0 caution. 0 caution pour un jeune. On lui fait confiance. 0 caution pour quelqu'un de 50 ans. 0 caution. Il veut se garantir. 0 caution. Et c'est quoi la garantie? La garantie, c'est qu'une semaine ou 15 jours après que vous n'ayez pas payé votre loyer, vous êtes évacué de votre logement. Parce que le système... Mais oui, l'irresponsabilité générale à tous les étages en France, c'est ça qui fait le drame de la société française. Du coup, un jeune, il doit se payer 2 mois de caution, il doit trouver sa caution, il est systématiquement suspect. Pourquoi?
Parce que le propriétaire sait très bien qu'il n'y aura jamais d'évacuation du logement si jamais il ne paye pas son loyer. Moi, je préfère une autre société qui est une société de responsabilité. Vous ne payez pas votre loyer, eh bien vous êtes sorti de votre logement. Mais en revanche, lorsque vous voulez accéder à un loyer, vous le faites facilement, simplement, rapidement. Bruno Le Maire, nous arrivons au terme de l'émission, enfin, pas au terme complètement, parce qu'il y a ce qui nous arrive avec les conquêtes de la porte et le fold. Vous avez rencontré Ban Ki-moon il y a 2 jours. Il y a 2 jours. Il y a 2 jours, on a beaucoup parlé du dossier syrien pendant près d'1 heure. Et moi, j'ai rappelé au secrétaire général des Nations Unies, ce qui a toujours été ma ligne, c'est dans le cadre du Conseil de sécurité des Nations Unies qu'on réglera le problème syrien, pas autrement. Et dernière chose, un tweet de nos amis de chez RMC Info, M. Bourdin, pour ne pas le citer, annonce que Jean-François Copé ne sera pas candidat en 2017. C'est pas une blague. Si c'est M. Bourdin qui le dit. Je vous le montre sur le... Voilà. Jean-François Copé ne sera pas candidat en 2017. Je ne sais pas, nous verrons, j'en parlerai avec Jean-François. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, je suis à peu près certain...